Bonsoir à tous et bienvenue à l'AFIA. Ce soir, on parle de la santé de la reproduction chez les filles et les femmes handicapées. On dit qu'une bonne santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être total sur le plan physique, mental, social, relativement à tous les aspects du système reproductif. Cette assertion s'applique-t-elle chez les filles et les femmes handicapées? Comment arrivent-elles à profiter d'une vie sexuelle satisfaisante, à se reproduire et de décider quand le faire? Les réponses avec le spécialiste de ce soir. Bienvenue à votre magazine de santé et de bien-être. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Bakiono Aïda. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, Dr Bakiono Aïda est médecin, gynécologue, obstétricienne. J'espère que je prononce bien le mot. C'est ça. Voilà. Et donc, elle est accompagnée du professeur Daouda Kouma, qui est mon enseignant à l'université, qui a été mon enseignant. Aujourd'hui, c'est un consultant maison. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes psychologue, enseignant à l'université de Ouagadougou. Alors, nous sommes en compagnie de l'Union nationale des associations pour la promotion des femmes handicapées, valablement représentée ce soir par la présidente à ma droite, Madame Yen Wenkoun Evelyne. Bonsoir, présidente. Comment allez-vous? Oui. Alors, vous êtes toute belle ce soir. Alors, oui. Elle est accompagnée de Madame Consega Agnès. Vous êtes chargée de la formation et à l'emploi au sein de l'Union, c'est ça? Oui. Ok, merci à vous. Madame Déné, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. J'adore votre look. Bienvenue à l'AFIA. Vous êtes trésorière adjointe au sein de l'Union. Alors, accompagnée ce soir de votre partenaire, Madame Dolores. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Ok, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour les femmes handicapées. Je précise, vous êtes Madame Dolores Matozovic. J'ai bien prononcé? Presque. Presque, d'accord. Vous êtes coordonnatrice du projet Combler l'écart. Bienvenue à l'AFIA. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On parle sans tabou, on brise les barrières pour montrer aux gens en fait que nous sommes tous pareils, n'est-ce pas? Ok, alors c'est parti. Je commence avec docteur Aïda Bakiono. Docteur, dites-nous, qu'appelle-t-on santé de la reproduction? Qui est concerné par la santé de la reproduction? La santé de la reproduction, c'est un état de bien-être général, comme on l'a dit, tant sur le plan physique, mental et social de tout individu en ce qui concerne l'appareil reproducteur, ses fonctions et son fonctionnement. Donc, ce que on veut dire, c'est que tout individu a droit à une vie sexuelle qui est sûre et satisfaisante, et tout individu a le droit de procréer, de décider quand le faire et comment le faire. Donc c'est ce que regroupe le concept santé de la reproduction. Merci. Professeur, alors quelle définition donner au handicap? Qu'appelle-t-on une personne handicapée? Oui, c'est vrai que la personne handicapée, je pense que c'est la version qui a été adoptée maintenant. C'est un retour. Donc, c'est généralement des personnes qui ont une déficience. Ça peut être au niveau sensoriel, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau mental. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont des anomalies. Ça peut être au niveau de la vision, ça peut être au niveau de l'audition, ça peut être au niveau des membres inférieurs ou supérieurs, ça peut être les maladies mentales ou en tout cas des perturbations mentales. Donc généralement, ce sont des personnes comme ça qu'on caractérise des personnes handicapées. Ce sont des personnes qui ont des limites objectives dans un certain nombre d'actes de la vie courante. Donc cela signifie que nous sommes tous des handicapés potentiels? On peut le dire, d'autant plus que les personnes handicapées ne sont pas toutes nées handicapées. À la rencontre d'un certain nombre de circonstances de la vie, à la suite d'un accident, d'un certain nombre de circonstances, on peut se trouver handicapé, amputé de la jambe, on peut perdre la vue, il y a un certain nombre d'événements comme ça. Mais moi, je vais plus loin pour dire que, étant donné que nous avons tous des capacités et des limites dans nos capacités, potentiellement nous sommes tous limités d'une certaine façon parce qu'on a toujours besoin de l'aide de l'autre et nous avons toujours besoin de surmonter un certain nombre de difficultés. Donc potentiellement nous sommes tous des handicapés. Alors j'adore justement cette façon de voir les choses. Quel peut être l'impact du handicap dans la vie de la personne qui le porte? Bon, c'est vrai que la personne handicapée peut ne pas
subir son handicap de façon forte. Mais généralement, c'est dans les regards des autres que ça peut devenir un problème. Donc, on peut prendre la personne handicapée comme une victime, et parfois, plus fort que ça, on prend la personne handicapée comme coupable de son problème. Alors que, généralement, ça peut jouer sur son estime de soi. Quand la personne handicapée n'est pas considérée comme une personne entière, ça peut jouer sur sa manière de se percevoir, la perception de soi, et dans sa relation avec les autres, ça peut jouer. Ça peut jouer sur ses compétences sociales. Quelqu'un qu'on néglige, quelqu'un qu'on minimise, quelqu'un qu'on met de côté. Donc, on ne stimule pas suffisamment la personne, de telle sorte que la personne a du mal à interagir suffisamment et agréablement avec les autres. Alors que l'expérience, la science a montré que les personnes handicapées, je mets sous réserve seulement la maladie mentale, quand c'est handicap physique, ça n'a aucune incidence sur la capacité cognitive, la capacité mentale. Donc à ce moment-là, il faut considérer que la personne a une anomalie, mais les autres doivent aider la personne à oublier son handicap et permettre à la personne de jouir pleinement de la vie. On doit stimuler la personne, intégrer la personne, comme le nom actuel le dit, inclure la personne dans la vie sociale afin que la personne puisse interagir et participer à la vie de façon complète. Ok, merci. Docteur Bakiono, est-ce que vous partagez l'avis du professeur Kouma en matière de santé et de sexualité? Est-ce qu'il y a une différence entre nous, qui ne présentons pas, entre guillemets, un handicap prononcé, et les femmes handicapées? Je partage tout à fait l'avis du professeur. Je pense qu'on est tous pareils, on est tous potentiellement handicapés, comme il l'a dit. On a chacun nos limites. Donc, parler de handicap, c'est peut-être parce que pour les autres, c'est plus prononcé, plus vu que chez nous. Et donc, on a tous quand même une limite quelque part et je ne pense pas que ce soit un handicap vraiment. Je dirais handicap, je ne pense pas que ce soit une difficulté en tant que telle. Voilà, c'est des trucs qu'il faut surmonter. Ok. Alors, selon nos recherches, et voici ce que nous avons trouvé, on dit que sur les questions de santé de la reproduction, alors plutôt les questions de santé en matière de reproduction constituent la première cause de problèmes de santé et de décès parmi les femmes et les filles en âge de procréer. Est-ce que c'est le même constat chez les femmes handicapées? Le constat est le même. Le constat est le même. Elles sont tout aussi exposées que nous aux complications des avortements et des accouchements. Je dirais peut-être plus exposées parce que certaines personnes n'arrivent pas à surmonter leur handicap et quand elles s'approchent des centres de santé, elles sont parfois frustrées et donc quand elles ont des problèmes en matière de santé de la reproduction, elles ont tendance à plutôt rester chez elles et ne pas aller vers les centres de santé. Donc, les complications sont, je dirais, plus prononcées chez les femmes handicapées. Ok, merci. Alors, je me tourne maintenant vers les membres de l'UNAFEB. Alors, ce soir, vous êtes joliment habillés, maquillés. C'est quoi le secret, Madame Kosega? Le secret. Vous dégagez une certaine joie de vivre. On veut le secret. Elle veut qu'on j'écrive et puis pour qu'elle sache. Oui. Elle m'a posé une question. Oui, et donc vous pouvez lire sur mes lèvres, Madame la Présidente. Vous pouvez lire. Je dis ce soir, vous êtes toutes belles. Vous dégagez une certaine joie de vivre. C'est quoi le secret? Le droit de vivre. La joie de vivre. Nous avons de la joie de vivre. De la joie. Ok. Parce que d'abord, nous sommes personnes. Nous disons, nous avons notre place ici. Et il appartient à nous-mêmes de montrer à la communauté que malgré notre handicap, nous sommes là. Et il faut que nous-mêmes, on se valorise pour que autrui puisse nous valoriser. Oui. Il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients du handicap qu'on a. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut le surmonter, comme l'a dit docteur Bakiono, et aussi prouver aux autres que malgré mon handicap, je peux arriver à quelque chose. Et ce, avec le concours des autres. Parce que seul, je ne peux rien. Mais à plusieurs, on peut y arriver.
Donc ici, c'est en fait la communauté qui est interpellée pour nous aider à surmonter les différents obstacles qui vont se présenter à nous pour bénéficier de cette joie qui est la vie. La vie, elle est très importante. Parce qu'il y a certaines contrées, la vie, pour les personnes handicapées, est assez difficile. Si vous prenez les personnes handicapées, on va vous dire que vous n'avez pas droit à la vie. Pourquoi? Parce que les mythes font qu'on pense que c'est un génie, tout ce qu'on veut. En tout cas, un malheur qui va se passer. Et même il y a des contrées où les personnes sourdes également, c'est pareil. Parce qu'on se dit que c'est des oubliés de Dieu. C'est une punition de Dieu. Donc ce n'est pas seulement la personne handicapée qui subit, mais aussi sa famille. Donc pour aider à surmonter tout ça, nous avons le devoir, femmes, filles handicapées, d'avoir la joie de vivre pour aider nos parents. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle. Professeur, un commentaire. Est-ce que le handicap devrait amener la personne à se recroqueviller sur elle-même, à ne pas s'exprimer, à ne pas vivre pleinement? Non, justement, je pense qu'elle a si bien dit. Hein, parce que il faut soi-même s'estimer et puis se valoriser. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Parfois, la personne, pour cela, il faut la contribution de l'entourage. Oui. Voilà, si l'entourage n'est pas bienveillant, ce n'est pas évident pour la personne de se valoriser. Elle peut avoir la volonté, ou bien une personne handicapée peut avoir la volonté de se valoriser et l'entourage peut casser la personne. Oui. Toi aussi, il faut te considérer, avec ça, tu veux faire comme nous, ce n'est pas pareil. Mais si on a un entourage sensibilisé, conscientisé, qui aide la personne à ne pas se sentir différemment des autres, ça peut l'amener à s'intégrer et à faire comme les autres. Voilà, voilà, en tout cas, bravo. Alors, à présent, je vous propose de parler en fait de vos droits en matière de santé de la reproduction chez les filles et les femmes. Que dit la loi? Par rapport aux personnes handicapées, au Burkina, nous avons une loi fondamentale qui est la loi de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, qui a été adoptée depuis 2010, en référence à la la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée depuis 2009. Donc cette loi de promotion est une loi qui nous permet de bénéficier de tous les aspects, de tous les domaines, de tous les bienfaits du développement. C'est ce qui est marqué dans la loi. Et par rapport à cette loi, nous avions le domaine de la santé qui est notre problème primordial. Sans la santé, pas de vie. Même si ce n'est pas seulement la santé de la reproduction, toute santé, c'est important. Et également aussi, par rapport à ces différentes lois, il y a les lois généraux. Quand vous prenez les lois générales sur la santé, il y a la loi 60, 2015 CNT qui porte le régime d'assurance maladie universelle au Burkina. Nous avons également la loi 30 qui porte sur la lutte contre le VIH et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous avons également la loi 49 qui porte sur la santé de la reproduction. Et cette loi est une bonne loi parce qu'elle prend tout le monde en compte. Que vous soyez handicapé ou pas, nous avons droit à la santé. Nous avons droit à la santé de la reproduction. Il y a également la loi 61 qui porte sur la prévention de la réparation, violence faite à l'égard des femmes et des filles. Dans cette loi, les femmes et les filles handicapées sont encore prises en compte. Mais c'est l'application de ces différentes lois envers les filles et les femmes handicapées qui pose problème. D'accord. On va en parler tout à l'heure en ce qui concerne l'application de ces droits. Alors moi, j'aimerais que vous exprimiez. Êtes-vous amoureuse en ce moment? Vivez-vous en couple? Avez-vous des enfants? Oui. Béné. Madame Béné, vous avez la parole. Sans tabou, on dit on parle sans tabou ce soir, n'est-ce pas? Effectivement, je suis... Oui, avec le micro, s'il vous plaît. Effectivement, je suis mariée et je suis mère de 4 enfants. Bravo! D'accord. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé, la rencontre avec monsieur? Sur quoi avez-vous flashé?
Bon, disons que ça n'a pas été facile parce que pour les femmes handicapées, de façon générale, les relations amoureuses, ça ne marche pas toujours bien parce que par moment, il se trouve que alors le prétendant peut être là, mais comme l'a dit le professeur, souvent ils sont influencés par leur entourage. Donc, c'est après, en tout cas, plusieurs, je sais, qui n'ont pas marché finalement. Et j'ai rencontré mon mari, alors qu'il m'a vite accepté. Bien vrai que l'entourage a essayé de jouer, mais lui, il avait vraiment ce qu'il voulait. Donc, en tout cas, ça a pu marcher. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on vit bien ensemble. Il n'est pas gêné, il n'a pas de problème. Alors, on est ensemble partout et ça se passe bien. Ah, formidable. Madame Consiga. Oui. On vous écoute. Oui. Bon, moi, je suis célibataire. Oui. Bon, j'ai tenté, pendant que j'étais jeune fille, mais bon, avec les préjugés, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, ce qui fait que je suis restée comme ça. Bon, je suis amoureuse, c'est bien vrai, mais bon, je n'ai pas eu de compagnon à laquelle on a pu cheminer ensemble. Ça viendra. Oui. Parce qu'on sent que vous êtes positive. Ah. Même à 90 ans, on a vu les gens se marier, fonder une famille, n'est-ce pas? Oui. D'accord. En tout cas, c'est formidable. Professeur, oui. Docteur, un commentaire par rapport à ça? Non, je pense qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas de relation sentimentale, elle a dit qu'elle n'est pas mariée. Donc, voilà. Elle est même amoureuse. Amoureuse, voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que, comme Madame Démé a si bien dit, c'est pas toujours évident au niveau de l'image sociale que les gens s'affichent avec les personnes handicapées. Mais c'est un travail de sensibilisation, parce qu'une fois qu'on accepte que avant tout c'est une personne, avant d'être une personne handicapée, donc on accepte la personne et on essaie de cultiver le bien-être avec la personne. Mais quand on a une idée arrêtée, on a des préjugés et on a une vision étriquée du phénomène, donc on voit d'abord l'handicap avant de voir la personne. Ça peut être un obstacle. Mais ça, c'est une question de sensibilisation au niveau communautaire pour qu'au niveau de la population, la barrière puisse s'effacer entre la personne dite handicapée, voilà, et puis tous les autres. Les personnes avec handicap manifesté et puis les personnes avec handicap non manifesté. C'est ça. Je vais dire ça comme ça. En tout cas, merci pour la précision. En tout cas, moi, je suis sûre que ce soir, vous êtes arrivé à toucher plus d'une personne. Voilà, parce qu'on sent cette ouverture d'esprit et il n'y a rien de tel. Vous allez redonner vie en fait à des gens, des personnes, des filles et des femmes handicapées qui restaient en retrait, voilà, à se mettre à la lumière et à vivre pleinement leur vie. Alors, donc, je vous propose à présent de parler de la santé sexuelle et reproductive. On dit que c'est parler, entre autres, de la sexualité, de la grossesse, à l'accouchement, en passant par l'accès aux soins, à la contraception, à la conservation de la fertilité. Donc, on va y aller étape par étape. D'abord, comment avez-vous vécu votre adolescence avec les premiers signes? Quels souvenirs gardez-vous? Oui, voilà, Déné. D'accord. Moi, je vais me lancer. D'accord. Moi, je dirais que je ne suis pas née handicapée. Ok. Je suis. Vous êtes handicapée sensorielle, c'est ça? D'accord. C'est les effets secondaires de la quinine. Parce que quand j'étais enfant, ma mère nous donnait la flavoquine pour éviter le palud. C'était une façon de donner dans le temps pour éviter le palud. C'est les effets secondaires de la quinine parce que le bilan médical prouve que ce sont ces effets secondaires-là. Dans ma famille, je suis la seule personne qui n'entend pas, qui est handicapée auditif. Mon adolescence s'est très bien passée. En tout cas, j'étais un peu brouillon. Quand j'étais brouillon, j'étais vive. Et puis bon, j'aimais la vie, j'aimais la musique, je mettais les écouteurs et puis c'est la bamboula quoi. Et j'ai fait l'université, c'est quand j'ai fini, j'ai commencé à travailler que le problème d'audition s'est posé progressivement.
Voilà, donc je ne rencontre pas les mêmes problèmes que ceux qui sont nés handicapés auditifs. Et ma famille est très compréhensive. Si tu veux que je te réponde, si tu veux que je t'écoute, tu attires mon attention. C'est ça. Et si ça m'emmerde un peu, je te tends un bout de feuille, là, il faut écrire. Parce que je suis fatiguée de pouvoir essayer d'écrire. D'accord, voilà. Madame Consiga, votre adolescence. Je ne suis pas née handicapée. C'est à l'âge de 3 ans que j'ai eu la polio. Oui. Et j'ai fait l'école maternelle et jusqu'au CM2. Bon, je sais de ma pleine forme et ma pleine vie. Et je jouais au volley, j'aimais ça. Wow. Je faisais le basketball et je ne sentais pas que j'étais une personne handicapée. Même à l'école, bon, j'étais pas complexée, pas du tout. Donc c'est maintenant quand je grandissais à l'adolescence et à la puberté, c'est là maintenant, avec le regard des gens, que j'ai senti qu'il y a quelque chose. Une certaine différence. Oui, que je constate maintenant. Donc c'est ça qui me fait me résigner un peu. Et ça fait que même en famille, bon, tout le monde m'accepte parce que je suis issue aussi d'une famille. Nous sommes 3 personnes handicapées. Celle que je suis directement, elle aussi, elle est comme moi. C'est dû à la polio. Et celle qui suit ma grande sœur aussi, c'est un homme. Lui aussi, c'est une personne handicapée. Donc, bon, la famille, on a été aguerris. Donc, il n'y avait pas de frustration au sein de la famille. Bon, peut-être les voisins, quand on sort, bon, on nous insultait par notre handicap. Et 2 fois, la maman est obligée de sortir pour... 2 fois, elle me dit, si elles disent ton handicap là, il faut dire que tu n'as pas payé avec l'argent. Ça n'est pas au marché. Si comme ça, il ne faut plus pleurer et puis revenir. Donc, ça était comme ça mon adolescence. Et j'ai cheminé jusqu'en terminale. Oui, j'ai fait le bac A. Bon, après, je n'ai pas pu suivre le cursus scolaire. Je me suis virée au lycée technique pour continuer la formation manuelle. Donc, ça a été comme ça. Ah, si. En fait, c'est les autres qui font sentir, c'est pas... Docteur, on vous écoute parce que... Oui, je dis en fait, en écoutant son témoignage, on se rend compte que soi-même, on ne voit pas son handicap. C'est les autres, c'est la communauté en fait qui, je dirais, stigmatise et qui fait que l'autre se sent différent. Sinon, on se rend compte de beaucoup de choses. Peut-être que nous aussi, par nos agissements, il nous arrive de frustrer ou d'avoir des réactions qui mettent l'autre mal à l'aise, qui fait qu'il n'a plus d'estime de soi. Oui. Et je pense que tout le monde est interpellé avec ce témoignage-là. On doit tous s'y mettre pour qu'ensemble, on arrive à vivre en communauté et sans vraiment mettre en avant les différences de l'un ou de l'autre. Professeur. Voilà. Merci. Donc, en fait, à travers, comme je l'avais dit, donc ce sont les représentations négatives qu'on doit pouvoir corriger, parce qu'il y a beaucoup de croyances. Vous savez, dans nos contrées, quand une personne est handicapée, on prend ça, comme elle l'a si bien dit, parfois comme une sanction divine. C'est pourquoi je disais, parfois la personne handicapée, en plus de son handicap, est considérée comme une victime ou bien une coupable. On culpabilise même la personne d'être comme ça. Alors que c'est vrai qu'il faut comprendre que ce sont des stéréotypes et des préjugés. Ça veut dire que dans la réalité, la personne fonctionne comme nous, parle comme nous, parfois a des capacités même plus développées. Parce qu'en psychologie, on se rend compte que généralement quand on a un certain nombre d'handicaps, il y a ce qu'on appelle la compensation. Ça nous amène à cultiver d'autres qualités en nous qui font que ces personnes-là, parfois, ont de l'ascendant, ont des supériorités sur certains aspects de la vie, en termes intellectuels ou en termes d'aptitude dans certains domaines, de dextérité dans certains domaines qu'il faut percevoir. Donc c'est à l'entourage d'accueillir la personne avec son handicap, de faire ignorer à la personne son handicap, de permettre à la personne de s'intégrer, de vivre comme les autres, voilà, de proposer des opportunités
à la personne handicapée de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir jouir de la vie, de pouvoir converser avec les autres, d'interagir avec les autres sans complexe, sans gêne, sans remise en cause. Voilà. Donc c'est beaucoup plus la communauté qui crée le handicap. Que les handicaps réels. En fait, c'est nous-mêmes, par notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de parler, nous stigmatisons la personne, nous étiquetons la personne, et puis la personne devient une personne handicapée. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Comment se fait la gestion des menstruations? Parce que on dit ce soir on parle sans tabou. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que en la matière vous avez les informations nécessaires? Comment vous avez géré ça depuis votre adolescence jusqu'à aujourd'hui? Disons que pour les menstrues, au niveau des filles handicapées, bon, à part ceux qui ont une déficience mentale, pour les autres, ça se passe normalement. Si toutefois on a une famille, en tout cas un parent qui est proche au moment où on a les toutes premières règles, voilà, qui vous montre voilà ce que c'est, comment on doit gérer ça. Donc on arrive à nous en sortir. Mais souvent c'est avec les handicapés et déficients intellectuels que le problème se pose. Parce que beaucoup de fois il faut du temps à la personne même pour comprendre. Donc, et des fois même c'est difficile pour certains même de comprendre. Donc, ce qui fait que souvent, dans les familles aussi qui ne savent pas vraiment, qui ne sont pas proches vraiment de leurs enfants handicapés aussi, tout ça, ça pose des difficultés. Voilà. Sinon, à part ça, la gestion du menstrues chez les femmes handicapées, ça se fait aussi normalement, je pense, comme les femmes non handicapées. D'accord. Et au sein de l'Union, oui, professeur, de réagir par rapport à ça. Voilà, je voulais dire, ça dépend du type de handicap. Comme elle a si bien dit, handicapé mental, mais handicapé visuel aussi, ça peut être un problème. Ou bien quelqu'un qui a des problèmes, qui est amputé des membres supérieurs, des deux bras. Peut-être, c'est pas vécu de la même façon, parce que la personne n'est pas autonome. Voilà, la personne a besoin de l'assistance, de l'appui de son entourage. Et si l'entourage n'est pas disponible, ça peut être un frein, ou bien en tout cas une difficulté particulière pour la personne. Donc c'est vrai que si c'est un handicap auditif, c'est pas un problème. Si c'est un handicap au niveau des membres inférieurs, ça ne joue pas sur la capacité de gérer voilà, cette situation. Mais quand c'est mental ou au niveau des membres supérieurs ne sont pas là, ça peut être une difficulté particulière. Voilà. Madame Dolores, est-ce qu'au sein de votre projet, vous tenez compte justement de cet aspect-là par rapport à la gestion des menstrues chez les femmes handicapées? Oui. La réalité, notre projet est un projet de soutien à les organisations de personnes avec handicap, et en particulier à l'UNAFEB. L'UNAFEB a reçu une subvention de nous par un projet sur la santé des filles et des femmes avec handicap, et dedans les activités qu'ils ont prévues, il y a aussi le thème de la gestion des menstruations. Les projets facilitent et soutiennent les organisations. Je crois que c'est important de rappeler que pour l'OMS est estimé que presque 15% de la population est affectée par l'handicap. Et en particulier, de ces 15%, 19% sont femmes et 11% sont hommes. Ça sont des statistiques à niveau global, mondial, mais devraient nous faire réfléchir, parce que comme le professeur a indiqué, il y a des handicaps qui sont évidents, mais il y a aussi beaucoup de conditions qui ne sont pas évident. Et aussi, c'est une condition qui peut être permanente, mais c'est aussi une condition qui peut nous toucher à un certain point dans notre vie. Pour ça aussi,
souligne la question qu'il a portée sur, et qu'aussi le docteur Battiano a souligné, sur l'importance de la communauté, oui. Parce que l'handicap est constitué en partie par une condition, nous pouvons dire aussi médicale, mais aussi par toutes les difficultés, par les barrières que les personnes rencontrent, qui sont les barrières culturelles, mais sont aussi les barrières infrastructurelles, les barrières économiques que nous rencontrons dans la société. C'est pour ça que notre projet travaille avec les organisations de femmes. Je crois que l'UNAFEB n'a pas mentionné. Ils ont beaucoup d'associations associées. C'est une union nationale avec, je crois, c'est 65 associations qui représentent presque 2000 femmes. Wow. Pour ça, moi, j'admire beaucoup ces femmes qui ils ont multiples rôles, qu'ils ont les rôles comme mère, spouse, et qui travaillent et qui sont aussi engagés pour promouvoir les droits des personnes avec handicap. Et maintenant, spécialement dans le secteur de la santé. Ok, merci. Merci. Alors, je reviens aux membres en ce qui concerne les méthodes de contraception et aussi les informations sur les IST, sur le VIH, SIDA. Comment vous arrivez à avoir ces informations et comment ça se passe en général? Bien. C'est par rapport au VIH, SIDA et à la contraception. Il y a des sensibilisations que nous avions avec des partenaires, par exemple le Conseil national de lutte contre le sida ou le projet PAMAC. Il y a des activités de sensibilisation et il y a également une fondation aussi qui intervient dans ce sens-là. C'est quoi? C'est faire comprendre aux personnes handicapées que le VIH n'est pas seulement destiné aux personnes non handicapées, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit se protéger. Et quand ce sont des personnes handicapées qui viennent parler, échanger avec d'autres personnes handicapées, le message passe beaucoup plus vite. Et c'est plus compréhensif. Parce que nous sommes plus ou moins du même bord, on se connaît. Et lorsque c'est une personne non handicapée qui est là, il faut qu'elle soit accompagnée par une personne handicapée pour que ceux qui sont là se sentent quand même en confiance et puissent participer aux activités. Donc, par rapport à la contraception, ça, c'est pas un problème. Les méthodes contraceptives, ce sont surtout les parents des enfants qui s'en occupent. Pour les femmes, les filles qui sont déjà adultes, elles-mêmes vont en consultation. Mais c'est l'accès à ces consultations qui cause problème. Pourquoi? Si vous prenez par exemple une femme ou une fille déficiente auditive, le problème de communication se pose. La plupart parlent la langue de signes. Les médecins, les agents de santé ne l'accompagnent pas. Autre chose, il y a des agents de santé qui ne sont pas patients pour vous écouter, vous expliquer progressivement pour que vous compreniez. Il suffit de prendre un bout de papier, vous écrivez, la personne va comprendre. On va vous parler 2, 3 fois, vous demandez à répéter, on ne veut pas répéter. Et vous prenez par exemple les filles handicapées mentales. Là, c'est encore difficile parce que ce sont les parents qui décident à leur place pour la contraception. Elles ne s'y connaissent pas. Et la plupart des filles se retrouvent avec des grossesses non désirées. Et ce ne sont pas seulement des hommes handicapés qui les engrossent, c'est également des hommes non handicapés. C'est ça. C'est vrai. Tout va se savoir. Donc, c'est pour vous dire que les méthodes contraceptives, la lutte contre le VIH, on est tous conscients, on participe, mais ici, la population ne voit pas notre handicap. On nous considère ici comme étant des personnes à part entière pour tout ce qu'on veut du côté sexualité. Mais après ça, vous êtes handicapé. Donc, moi, c'est un peu essayer ça en tant que psychologue. Je pense que vous comprenez très bien. Professeur, vous êtes interpellé. Voilà, j'ai interpellé en tout cas. Voilà.
C'est vrai que, comme on l'a dit, hein, peut-être on va se répéter. Oui, voilà, la répétition est pédagogique. Donc c'est vrai, comme son exemple montre encore une fois de plus que le handicap est créé par les autres. Parce que soi-même, on se conserve. Vous venez de donner la preuve, quand c'est par rapport à la sensibilisation, par rapport au VIH et autres là, on vous intègre. Il y a l'inclusion. Vous ne vous sentez pas comme une personne handicapée. Et on vous considère pas comme telle. Mais c'est après ça, maintenant, dans d'autres circonstances, quand il y a des privilèges à partager, on vous considère comme des personnes entièrement à part. Et puis quand c'est des situations courantes, là, on vous considère comme des personnes à part entière. Voilà. Bon, je pense que c'est de notre côté, hein, du côté de la société, qu'il faut réfléchir et puis briser la barrière. Oui. Parce que c'est une barrière virtuelle. Parce que ça ne devrait pas exister. Oui. Il faut qu'on arrive à briser ça pour que la communication, l'interaction soit véritablement réelle. En tout cas, c'est le but de l'émission, briser les barrières et construire un pont pour qu'il y ait une sorte d'osmose entre nous. Voilà. Donc, je vous propose le débat intéressant. Voilà, avant de continuer avec le débat, de regarder en fait ce reportage. Notre équipe s'est rendue à un centre de santé pour nous rapporter une bonne pratique inclusive que je vous propose. Retour sur le plateau, toujours avec les membres de l'UNAFEB, avec le professeur Kouma, docteur Bakiono, madame Dolores. Ce soir, on parle de la santé de la reproduction chez les filles et les femmes handicapées. Alors, je reviens. Présidente, madame Déné, madame Conseiga. Alors, je suis une femme handicapée enceinte. Comment j'accède à une formation sanitaire? Comment je suis accueillie pour mieux gérer ma grossesse et mieux gérer l'accouchement et avoir un enfant sain? Comment ça se passe? Madame Denis a 4 gosses. Racontez-nous tout. Bon, chez nous, les femmes albinos, on peut dire qu'il y a des difficultés, mais qui sont moins par rapport à certains types d'handicap. Bon, disons que chez nous, par moment, on rencontre des agents de santé souvent qui manifestent vraiment qui ne sont pas contents de vous recevoir en fait, puisque quand vous partez en maternité et qu'on doit vous consulter, voilà, vous êtes là, vous suivez peut-être un rang, les autres femmes passent, il n'y a pas de souci. Et dès que ça arrive à votre tour, pendant que vous êtes étalé sur la table et si l'agent de santé cherche quelqu'un d'autre pour venir s'occuper de vous, que cette personne vient et regarde et puis dit bon, moi je ne peux pas, toi aussi tu n'as qu'à faire. Souvent c'est des choses qui sont un peu frustrantes, oui, parce que à ce moment on se sent vraiment très mal, mais comme je l'ai dit, c'est moins par rapport à nos sœurs handicapées physiques qui par moment pour pouvoir accéder même à la salle et au bâtiment même n'est pas facile, puisqu'il y a des centres de santé qui n'ont pas de rames d'accès. Alors des fois aussi, une fois arrivées au bâtiment avec tant de difficultés, elles font face à des tables qui ne sont pas adaptées. Et dans tout ça aussi, on a souvent en tout cas des agents qui sont sensibles qui peuvent accompagner, mais par moment aussi on rencontre aussi des agents aussi où la femme est handicapée moteur, voilà, elle est là en période de maternité, mais on la demande de monter sur la table parce qu'on ne l'a pas aidé à monter sur le lit de son mari. Souvent c'est des propos qui nous sont rapportés au niveau de l'Union. Voilà. C'est méchant quand même. À côté de ça aussi, comme l'a dit la présidente tantôt, il y a les femmes handicapées auditives. Alors elles, quand elles arrivent, il y a un problème de communication. L'agent de santé qui est en face d'elle n'est pas formé en langage des signes. Je m'excuse, il y a un téléphone qui sonne là. C'est le mien. Je m'excuse. Désolée. Okay. Voilà, il faut prendre en même temps. Ça tourne? Ça tourne? Ok.
Donc, je dis que quand il s'agit de nos sœurs handicapées et auditives, elles se retrouvent en face d'un agent qui n'est pas formé en langage des signes. Donc, souvent, la communication pose problème. Aussi, avec nos sœurs handicapées visuelles, dans beaucoup de cas, dans les salles de maternité, on est souvent accompagné par une seule personne. Et cette personne est la personne qui est là pour assister à la femme en période de maternité. Et c'est elle qui doit aussi sortir s'il y a des besoins de médicaments ou certaines choses. Donc, à ce moment, si la femme handicapée visuelle se retrouve seule et qu'elle a certains besoins, voilà, donc tout ça, c'est des difficultés que nous rencontrons pendant nos périodes de maternité. Présidente, autre chose à ajouter? Oui. Moi, je vais surtout m'appuyer sur la stigmatisation. Pourquoi je parle de stigmatisation? Parce que quand vous prenez la Convention relative des droits des personnes handicapées, l'article 25 parle de la santé. L'alinéa dit ceci: exige des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres. Je ne sais pas ce qu'on fait de ça. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les agents de santé, la plupart, c'est des gens qui ont un certain préjugé. Vous êtes handicapé, surtout les femmes, vous êtes handicapé, et vous revenez ici, vous êtes enceinte. C'est comme si on n'a pas droit à la maternité. On met en avant notre handicap au lieu de mettre en avant la personne humaine. Nous sommes toutes femmes. C'est le handicap qui fait la différence. Nous avons tous les mêmes problèmes de santé par rapport à la reproduction que les autres femmes. S'il n'y a que le handicap, et ici nous avons besoin simplement des aides techniques pour nous aider à accéder à ces services et à ces soins. Comme aide technique, comme elle a dit, il y a des fauteuils roulants, il y a les béquilles, il y a les interprètes, etc. Mais l'accueil faut mettre mal à l'aise. Si bien que la plupart des femmes handicapées, si tu ne connais pas un médecin, tu préfères ne même pas aller en consultation parce que tu ne seras pas bien accueilli. Ça joue sur le mental, c'est des violences psychologiques. Ce n'est pas facile à digérer. Et autre chose, même le médecin, quand il arrive, certains médecins, on va vous toiser. Nous, personnes handicapées auditives, il n'y a pas de problème. Mais si vous prenez le cas des femmes handicapées motrices, par exemple, on va vous toiser. Mais on ne comprend pas, c'est comme si on vous dit, vous n'avez pas droit à la sexualité, vous n'avez pas droit à la maternité, vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. Tout en oubliant qu'il y a des textes généraux qui prennent en compte tout le monde. Moi, ici, je vais profiter pour interpeller les agents de santé qu'ils laissent les stéréotypes, qu'ils les bannissent, qu'ils satisfassent à leur à la théorie d'Hippocrate qui dit qu'ils ont fait prêter serment. Il faut qu'ils mettent en œuvre ce serment-là en laissant le handicap et en considérant l'être humain tel qu'il est. S'ils ne veulent pas nous consulter, qu'on vous dise poliment de changer de centre encore, ça vaut mieux que de vous ridiculiser devant beaucoup de gens. Merci. Mais ce n'est pas seulement les agents de santé, même la communauté est pareille. Partout, oui, c'est tout le monde. Docteur, oui, en tant qu'agent de santé, vous êtes interpellé. Tout à fait. Je pense que le code de déontologie a des dispositions déjà qui exigent que l'agent de santé donne les mêmes soins de qualité à tout individu, qu'il soit handicapé ou pas. C'est défini dans le code de déontologie et je suis d'accord avec vous, c'est votre droit et vous devez l'exiger quand même. Et donc que les agents de santé prennent conscience que c'est leur devoir aussi de vous apporter ces soins-là et que humainement, on doit voir l'individu comme on l'a dit et il faut toujours apporter des soins. Et je pense qu'on a pris note et ça va cesser si vraiment tout le monde s'engage. Tout le monde s'engage. Professeur, réaction par rapport à ces propos. Voilà, c'est vrai qu'on arrive, mais c'est très triste. C'est triste, oui. Voilà, ça veut dire qu'on a perdu notre part d'humanité. Voilà, parce qu'il y a un être humain avec une déficience, ça devrait plutôt nous interpeller pour mieux assister la personne au lieu de minimiser la personne ou de ridiculiser la personne. Maintenant, je pense que c'est un travail global de sensibilisation. Je pense que dans la formation même des médecins peut-être, et puis il faut intégrer un certain nombre de sensibilisations, parce que la répétition est pédagogique. Voilà. Et puis comme c'est vrai qu'on est dans un milieu professionnel, mais on appartient à la société aussi. Et puis ce qui nous marque beaucoup plus, ce sont nos valeurs culturelles. Donc peut-être
le médecin est là avec sa déontologie, mais il est beaucoup plus habité par ces valeurs culturelles qui minimisent, où il y a une représentation négative des personnes handicapées. Il va falloir qu'il y ait un travail au niveau sociétal pour nous amener à inclure les personnes handicapées dans la vie de tous les jours, d'avoir une vision positive des personnes handicapées. Et pour cela, il faut que de plus en plus, au niveau de l'État, au niveau d'un certain nombre de secteurs, qu'on valorise les personnes handicapées, qu'on présente des personnes handicapées en train d'exercer des activités qu'on ne soupçonnait pas que ces personnes-là puissent faire ça. À partir de ce moment-là, ça va briser, ça va changer les regards des personnes vis-à-vis des personnes handicapées. Mais tant que les personnes handicapées seront en seconde zone et que les personnes non handicapées, entre guillemets, seront devant, on va toujours avoir ces perceptions-là. Mais à partir du moment où les personnes handicapées seront devant, en train d'exercer, d'occuper la place, à ce moment-là, ça va rectifier notre regard par rapport aux personnes handicapées. Je pense qu'il y a un travail de promotion des personnes handicapées qui s'impose pour permettre véritablement la correction de notre perception par rapport à ces personnes handicapées-là. Merci. Madame Dolores. Je peux seulement dire que des transmissions comme aujourd'hui sont très très importantes parce que la sensibilisation est un élément clé pour changer un environnement culturel. Et c'est un phénomène global aussi, que nous devons, les problèmes de la stigmatisation, c'est dans tout le monde. Et nous devons rappeler que aussi la Convention pour les droits des personnes handicapées, c'est une convention qui ne porte pas de nouveaux droits. C'est une convention qui réaffirme les droits des personnes handicapées et qui a été conçue et générée par le mouvement des personnes avec handicap. C'est la seule convention à niveau global qui est une... Mon français. Oui, on vous comprend. Qui est né par la mobilisation et la volonté des personnes. Et je crois que ça, c'est un grand capital que nous devons maintenir. Merci. Alors, mes chères dames, alors, selon vous, quelle partition vous-même en tant que femme handicapée devrait jouer dans cette lutte pour pouvoir amener les gens à changer de regard? Oui, chacune de vous va s'exprimer. Voilà. Je vais écrire pour elle. D'accord, donc Madame Dédé commence alors. Alors, oui, quelle est votre partition que vous devez jouer pour changer le regard des gens? Moi, je dirais c'est ce qu'on est en train de faire, voilà, en étant déjà ici. Et c'est ce qu'on a fait en nous regroupant en association et puis après en union. Donc, dans ces associations et dans cette union, nous essayons nous-mêmes d'abord de nous travailler sur nous-mêmes parce que disons que la plupart d'entre nous a eu vraiment sa part de moments sombres, mais on a essayé de travailler pour aller au-delà de ça, pour montrer réellement que les personnes, les femmes atteintes, les femmes handicapées, voilà, sont des femmes qui peuvent vivre pleinement, voilà, comme les autres femmes. Donc pour cela, on a juste besoin de travailler, d'être autonome et donner l'exemple aussi aux autres générations et aux autres femmes handicapées aussi, pour qu'elles puissent aller au-delà de leur handicap, c'est-à-dire pouvoir aller à l'école, suivre le cursus scolaire normal, et pouvoir travailler et être vraiment autonome à un certain niveau, nous permet vraiment de montrer vraiment que les femmes handicapées sont aussi capables. Merci. Madame la Présidente. Par rapport à la mentalité, je dirais que nous n'avons pas trop de prise sur cet aspect. Parce que c'est la société qui construit la mentalité. Il appartient à la société de déconstruire ces mentalités en mettant en avant notre rôle qui est la personne et en arrière notre handicap. Et nous-mêmes, personnes handicapées,
comme je le disais tantôt, il faut que nous nous valorisons. Il faut que nous sachions que le handicap n'est pas la fin du monde. Il faut que nous sachions que malgré notre handicap, nous avons des droits et que nous allions vers les autres et que nous leur faisions comprendre que ces droits qui leur sont conférés sont les mêmes pour nous. À eux de les mettre en avant. Parce que nous formons tous une société. Et si on ne nous prend pas en compte, la société ne pourra pas avoir un développement durable tel que nous avons promis. Par conséquent, j'invite les femmes, les filles handicapées à ne pas baisser les bras, à toujours interpeller les agents de santé en ce qui concerne les défaillances, à toujours porter leur voix au niveau des autorités, pour qu'à chaque jour, ils se sentent interpellés, ils se sentent pressés pour réaliser nos droits. Parce que comme on le disait tantôt au forum de 2018 sur les personnes handicapées, le chef de l'État a pris des engagements. Mais jusque-là, ça fait 1 an. Ces engagements ne sont pas totalement réalisés. Et dans le domaine de la santé, par exemple, si vous prenez le cas de la loi de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, il y a un arrêté qui donne droit à des exonérations. Et pour cela, il faut avoir une carte d'invalidité. Mais cette carte cause problème. Pourquoi elle pose des problèmes? Parce qu'il faut avoir un certificat médical. Et vous savez que la délivrance se fait dans les centres. Il n'y a pas dans les périphériques. Et dans le cas du projet Combler l'écart, il y a un groupe qui a travaillé, j'y ai fait partie, sur comment évaluer le handicap, afin que ce soit un référentiel national appliqué pour déterminer ce handicap. Si on arrive à le déterminer avec tous les éléments possibles, il appartient au ministère de la Santé, au ministère de l'Action sociale, de rendre gratuit ce certificat pour nous permettre d'avoir la carte d'invalidité pour profiter des exonérations. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart des personnes handicapées sont indigentes. Il n'y a pas le minimum pour se prendre en charge du point de vue santé. Et vous savez, sans santé, c'est des maladies. Donc, nous demandons au ministère de l'Action sociale d'inscrire sur cette carte d'invalidité la valeur de l'exonération. Parce que la plupart des agents de santé nous disent qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Nous allons jouer notre part en faisant le plaidoyer pour qu'on puisse prendre en compte à chaque instant la dimension handicap dans tout ce que nous prévoyons. Que ce soit la planification, que ce soit la réalisation, que ce soit l'évaluation. Qu'on ne nous compte plus à la fin. Qu'on nous compte dès le départ d'un projet jusqu'à la fin du projet. Et surtout dans le domaine de la santé, puisque c'est la santé qui est primordiale. Pour cela, nous n'allons pas baisser les bras. C'est formidable. C'est bien dit. On est en train de tendre vers la fin de l'émission. Rapidement, professeur. Non, je suis vraiment émerveillé par la présidente. Je pense qu'elle occupe pleinement sa place. Et je pense que c'est en agissant comme ça qu'on va injecter les changements et que de fil en aiguille, ça va prendre. Voilà. Donc il faut que les personnes handicapées ne se considèrent pas comme handicapés. Et à partir de là, s'il y a des émissions, un certain nombre d'actions sur le terrain, des ONG, des associations qui agissent sur le terrain, je pense que le changement des mentalités n'a pas un effet immédiat. C'est un effet à moyen, sinon c'est même à long terme. Donc je pense qu'en agissant sur le terrain de façon permanente, le changement va se produire. Voilà, il ne faut pas désespérer. Et je pense qu'en l'écoutant, elle ne désespère point. Donc moi, je suis très réjoui. Je pense que ça va avoir des effets, inévitablement. Sûr. En tout cas, sachez que la porte vous est grandement ouverte. Vous revenez quand vous voulez. Ça a été un honneur pour moi de vous recevoir. Merci à Madame Dolores qui accompagne l'UNAFEB. Merci au docteur Bakiono. Merci au professeur. Alors, avant de se dire au revoir, quelqu'un a dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Nous sommes tous égaux. Prenons soin les uns des autres pour bâtir un monde meilleur. À très vite pour un autre numéro de l'AFIA. Bonsoir.